Bonjour. La voiture que vous voyez juste là, c'est la Packard 56. Et cette voiture a révolutionné l'industrie de l'automobile. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de vols de voitures. Beaucoup de gens se faisaient voler leur voiture. Et c'était très facile de voler une voiture. Il suffisait de s'approcher de la voiture, d'ouvrir la portière, de s'installer, court-circuiter de câbles et de partir avec. Personne ne fermait à clé sa voiture. Et pour une raison simple. C'était hyper casse-pied de fermer à clé sa voiture. Sortir de la voiture, prendre la clé dans la main, mettre dans la serrure, tourner, aller à l'arrière, faire la même chose pour le coffre, aller côté passager et refaire encore la même chose. Personne n'avait envie de faire ça. Alors Packard s'est dit, on va inventer un truc formidable. Le verrouillage centralisé. Et ils étaient là, une fois qu'on va sortir notre modèle, plus personne ne se fera voler la voiture. Devinez quoi? Ça n'a rien changé. Autant de Packard 56 se sont fait voler que tous les modèles avant. Et pour une raison simple. On avait beau rajouter cette technologie dans les voitures, les gens ne comprenaient pas le risque, ne comprenaient pas le besoin, n'avaient pas l'envie et ne voyaient pas la nécessité de fermer à clé leur voiture. Avec nos ordinateurs aujourd'hui, on est dans la même situation. Il existe des outils technologiques et des méthodes pour pouvoir protéger correctement nos ordinateurs. Mais on n'a pas encore une prise de conscience, une envie, un besoin et une connaissance du risque suffisante pour pouvoir mettre en place ces outils qui existent. 60 ans après, il y a une nouvelle voiture qui est sortie, formidable, la Tesla. Et parmi tous les trucs extraordinaires que fait une Tesla, quand vous sortez de la voiture et vous éloignez, elle se ferme toute seule. Et quand vous revenez vers la voiture, elle s'ouvre et la porte s'ouvre pour vous toute seule. D'ici 10, 15, 20 ans, nos ordinateurs seront pareils. On n'aura plus besoin de penser à la sécurité, ce sera tout automatique et natif. Mais en attendant, je vais vous donner quelques techniques et quelques indices et quelques méthodes pour vous protéger correctement afin que vous ne soyez pas la prochaine victime. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Ça arrivait il y a à peu près 1 an et demi en arrière. Merck, la compagnie pharmaceutique, a perdu 300 millions de dollars. Pas parce qu'ils se sont plantés avec un vaccin ou qu'ils ont eu un procès qu'ils ont perdu avec un brevet, mais parce qu'ils ont oublié de cliquer sur le bouton « Update Now » sur leur ordinateur quand il y a eu le petit pop-up. Laissez-moi vous mettre ça dans le contexte. La NSA, le service de renseignement américain, a trouvé des vulnérabilités, donc des erreurs dans le code qui leur permettaient d'accéder à Windows sans avoir l'autorisation dans Windows. Et ils utilisaient cette vulnérabilité pour rentrer dans les systèmes à travers le monde d'ordinateurs quand ils voulaient faire leur campagne d'espionnage. Malheureusement, cette vulnérabilité s'est faite voler et elle a été publiée sur Internet. Ce qui veut dire que vous et moi, on pouvait aller sur Internet, trouver cette vulnérabilité et l'exploiter et prendre le contrôle des ordinateurs à distance. Microsoft a découvert ça, et qu'est-ce qu'ils ont fait au mois de mars 2017? Ils ont fait une mise à jour pour corriger ce problème. Vous avez sûrement vu un gros pop-up, mise à jour critique, mettez à jour tout de suite car il y a une grosse vulnérabilité. On l'a tous fait, Merck ne l'a pas fait. 300 millions de dollars perdus. Ce n'est pas les seuls à ne pas l'avoir fait. On compte que le monde a perdu plus d'1,5 milliard à cause de cette attaque. Je vais vous raconter l'attaque. Le gouvernement russe n'aime pas beaucoup l'Ukraine. Ils ont dit, on va hacker l'Ukraine. Ils ont hacké le système comptable qui est obligatoire pour toutes les compagnies qui travaillent avec l'Ukraine. Ce qui veut dire que n'importe quelle compagnie qui travaille avec l'Ukraine a sur son ordinateur un programme. Ce programme s'est fait attaquer. La vulnérabilité de la NSA a été rajoutée dans ce programme. Tous les ordinateurs qui avaient ce programme avaient tout d'un coup toutes leurs données effacées de leur ordinateur. Et tous les ordinateurs qui étaient autour de cet ordinateur-là se faisaient aussi effacer les données. Et ainsi de suite. De façon contagieuse, tous ces ordinateurs se sont retrouvés avec plus aucune donnée dessus. Pensez à Merck, qui fait des médicaments et des vaccins. Chaîne de production arrêtée, médicaments arrêtés, des vies qui ont été perdues, beaucoup d'argent qui a été perdu. Tout ça simplement parce qu'ils ont oublié de cliquer sur le bouton « Update ». Mais qu'est-ce que c'est ces vulnérabilités? Qu'est-ce que c'est ces mises à jour? Bon, les programmes sont faits par des humains et l'erreur est humaine. Donc, il y a des erreurs dans les programmes. Les erreurs que vous connaissez, vous, le plus, c'est les bugs. C'est ces trucs où l'ordinateur ne fonctionne pas comme il faut puis vous le jetez par terre. Mais il y a un deuxième type d'erreurs, qui sont les vulnérabilités, qui sont comme des bugs, seulement lorsqu'ils arrivent, ce n'est pas que l'ordinateur vous rend fou, c'est que l'ordinateur vous permet de faire des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Une personne qui ne devrait pas accéder à votre ordinateur, tout d'un coup, peut y accéder. Et ces vulnérabilités, elles valent beaucoup. Sur le marché noir, ça se vend à des millions. Microsoft, Apple, Si vous trouvez une vulnérabilité, vous payez jusqu'à 250 000 $. Alors comment ça fonctionne?
Vous êtes un chercheur, vous cherchez des vulnérabilités, vous en trouvez une. Vous appelez Microsoft, vous lui expliquez, ils vous donnent 250 000 $, vous partez sur une île prendre des vacances. Microsoft, eux, de leur côté, commence à faire du vrai travail. Ils vont regarder comment est-ce qu'on peut exploiter cette vulnérabilité, et ensuite, ils vont faire un patch, une mise à jour, qu'ils vont vous dispatcher une fois par mois. Par exemple, il y a 2 jours en arrière, Microsoft a fait sortir son dernier patch où il corrigeait 12 vulnérabilités critiques. Donc, il y a eu 12 personnes qui ont trouvé des problèmes qui ont maintenant été corrigés dans la dernière version de Windows. Et donc, en fait, ces mises à jour, vous les recevez. Mais un patch, ça ressemble beaucoup à ça. Le mot patch, c'est exactement ça. On est en train d'essayer de rafistoler quelque chose qui a un trou. Et le problème, quand vous rafistolez un mur comme ça, c'est que le trou est assez évident. Maintenant, imaginez, vous avez 10 maisons identiques, faites par le même architecte et avec le même maçon. Et il y en a un qui a un trou comme ça dans le mur. En tant que voleur, la première chose que vous allez faire, vous allez chez le voisin, vous allez taper sur le mur pour voir aussi si c'est creux. Et ainsi de suite. Donc en fait, à partir du moment où il y a un patch, on est en train d'indiquer à tout le monde où est-ce qu'il y a eu un trou avant. Et si quelqu'un n'a pas patché, on sait qu'il a toujours le trou. C'est exactement ça le problème qu'a eu Merckx. Il y a eu cette vulnérabilité, tout le monde a patché, mais eux ne l'ont pas fait. Et ça les exposait énormément. Donc essentiellement, Microsoft sort un patch et il y a une course contre la montre qui se fait. D'un côté, il y a le hacker qui reçoit le patch et qui va faire ce qu'on appelle du reverse engineering, retourner en arrière le programme pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il corrige. Une fois qu'il a trouvé ce qu'il corrige, il va créer un programme, un virus, pour pouvoir l'exploiter et rentrer dans les ordinateurs. Et peut-être vous l'envoyer par email. De l'autre côté, dans la course contre la montre, on a vous et moi, l'utilisateur, qui devons cliquer sur Update. A priori, le travail pour nous est un tout petit peu plus facile. Mais ce n'est pas toujours le cas. Drupal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système pour faire des sites web, qui est très connu. Il y a à peu près 20% du marché des sites web. Ils ont une vulnérabilité qui a été patchée. Ils ont tweeté à 9h53, vous devez mettre à jour, il y a une vulnérabilité. 5 heures plus tard, ils ont tweeté un nouveau tweet en disant « Attention, il y a des hackers qui sont déjà en train d'attaquer ». En 5 heures, les gens devaient avoir patché. C'est-à-dire vous prenez une cuite où vous avez dormi un tout petit peu trop, vous n'avez pas eu le temps de patcher, votre site web s'est fait hacker. Mettre à jour son ordinateur, c'est la défense la plus facile qui soit. Il suffit de cliquer sur un bouton une fois. Mais si vous ne le faites pas, pour le hacker, c'est le hack le plus facile qui existe. Parce que lui, il a juste besoin de télécharger un programme, faire 2-3 clics et il est rentré dans votre ordinateur. C'est par ce point-là que je commence et c'est le plus important. Si vous devez partir, partez maintenant, je vous ai entendu la majorité de ce que j'ai à dire. C'est le point le plus important, vraiment mettre à jour. Mais le problème, c'est que vous avez beaucoup d'applications dans votre ordinateur. Vous avez beaucoup d'applications dans votre smartphone. Vous avez beaucoup d'extensions dans votre navigateur. Et toutes ces extensions rajoutent une surface d'attaque. Tout d'un coup, vous aviez une maison avec une porte et une fenêtre. Chaque application, ça rajoute un mur. Ça rajoute des portes, ça rajoute des fenêtres, ça rajoute des endroits où les gens peuvent rentrer. Donc, il faut absolument limiter le nombre d'applications qu'on a dans nos machines. Au maximum, au minimum d'applications nécessaires à avoir sur notre machine pour éviter d'avoir cette surface d'attaque, éviter d'avoir les hackers qui peuvent rentrer dans vos systèmes. WhatsApp, on a tous WhatsApp. Il y a moins de 24 heures en arrière, une vulnérabilité a été annoncée. Quelqu'un qui a votre numéro peut voler tous vos messages WhatsApp et peut envoyer des messages en votre nom. Ça a été annoncé il y a 25 heures, ça a été corrigé au début du mois. Il fallait mettre à jour. Ceux qui n'ont pas mis à jour WhatsApp quand ils ont reçu la notification, je crois que c'était le 3 du mois, ils peuvent se faire attaquer. Depuis 25 heures, l'attaque est publique, documentée. N'importe qui peut la télécharger et l'exécuter. Mettez à jour. Deuxième point très important, les mots de passe. Et les mots de passe, vous les connaissez tous et je crois que vous les détestez tous. Il n'y a pas une personne dans une salle qui peut dire « Ah, moi j'adore les mots de passe ». On compte qu'aujourd'hui, il y a à peu près entre 50 et 100 mots de passe par personne. Que ce soit pour l'e-banking, pour l'ordinateur du travail, pour l'ordinateur à la maison, pour l'e-commerce, pour les réseaux sociaux, on a un nombre d'endroits où on doit entrer les mots de passe. Alors bon, il y a un petit public et peu de gens ici qui travaillent en entreprise, mais qui de vous ici a des règles de mots de passe qu'ils ont dans leur entreprise? De complexité, de longueur, qui doivent changer tous les quelques mois? On va creuser un tout petit peu ça et voir pourquoi est-ce que la majorité des entreprises font ça faux et comment est-ce qu'il faut approcher la chose correctement.
Voici une capture écran du site de Norton. Pour ceux qui ne connaissent pas Norton, il y a 10 ans en arrière, c'était l'antivirus qui était installé sur 60% des ordinateurs dans le monde. Donc, s'ils ont 60% des ordinateurs dans le monde dans leur portfolio, ils s'y connaissent en cybersécurité. Ce n'est pas des débutants. Donc, on va sur leur site web et ils nous demandent d'entrer un mot de passe. On en a entré 2 différents. À votre avis, lequel des 2 est le plus sûr? Et là, il faut se réveiller un peu et répondre. Voici la réponse de Norton. Ah bah évidemment, celui de droite, il a des caractères spéciaux, il a un chiffre, il a des symboles majuscules et minuscules, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Mais l'autre, il est infinitivement plus long. Intuitivement, on comprend clairement que c'est celui de gauche qui est plus sécurisé, pas celui de droite. Mais le problème, c'est que si même une compagnie comme Norton n'arrive pas à nous faire comprendre correctement qu'est-ce que c'est un bon mot de passe, comment est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs, on arrive à utiliser des bons mots de passe? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans ma dernière vie, j'étais casseur de mots de passe. C'était mon métier, je devais casser des mots de passe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment un hacker casse des mots de passe. Et comme ça, vous saurez qu'est-ce que vous devez faire pour qu'un hacker ne puisse pas casser votre mot de passe. Et vous aurez des mots de passe sécurisés. Mais avant de me lancer, qui d'entre vous pense qu'il a un bon mot de passe? Bon, tous ceux qui ne pensent pas qu'ils ont un bon mot de passe, vous pouvez déjà rentrer chez vous et changer votre mot de passe. Vous revenez quand c'est fait. Je vais vous expliquer des marches l'une après les autres que fait un hacker lorsqu'il veut hacker un mot de passe. La première chose qu'il va faire, il va prendre la base de données de mots de passe volés. Et il y a des bases de données qui ont la liste de tous les mots de passe qui ont été volés et qui existent. Au jour d'aujourd'hui, il y en a à peu près 3 milliards. Et 3 milliards de mots de passe, ça en fait pas mal, sachant qu'il y a à peu près 3 milliards d'utilisateurs sur Internet. Il va prendre ces 3 milliards de mots de passe et il va tous les tester. Et là, déjà, on a une leçon importante à apprendre, de jamais réutiliser un mot de passe. Parce que si tout d'un coup, vous réutilisez un mot de passe à plein d'endroits et votre mot de passe apparaît dans une liste parce qu'un site s'est fait hacker, bah, tout d'un coup, le hacker aura accès à ce mot de passe et pourra le réutiliser autre part. Dans l'exemple de password 123 point d'exclamation, il apparaît 500 fois dans cette liste. Donc déjà à ce moment-là, le hacker, il est rentré, il a volé votre mot de passe. La deuxième étape que va faire le hacker, c'est qu'il va regarder s'il y a un mot de passe qui vous appartient qui a déjà été volé. Donc il va regarder, il connaît votre adresse email, est-ce qu'il y a quelque part une base de données avec une adresse email et un mot de passe, votre adresse email et un mot de passe. Et il va essayer ce mot de passe, mais il va aussi essayer des déviations de ce mot de passe. Il y a une étude qui est sortie l'année dernière qui a montré que en 10 essais d'une variation de votre mot de passe de base, on arrivait, avec 30% de réussite, à rentrer dans votre système. Ça veut dire que si par exemple, moi, mon mot de passe de Facebook, c'est 1, 2, 3, 4 Facebook, si j'ai envie de rentrer sur votre LinkedIn, je vais essayer 1, 2, 3, 4 LinkedIn. Donc les hackers, ils ne sont pas des gens débiles. Ils voient bien si on a des patterns, si on répète des façons d'utiliser nos mots de passe et vont les exploiter. Troisième chose que va faire le hacker, il va prendre des mots du dictionnaire. Mais vu qu'on vit dans un monde européen, un monde global avec plein de différentes langues, il va essayer plein de dictionnaires. Admettons qu'il en prenne 8. Français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, norvégien et romanche. On en a 8. Il va prendre 3 mots de chacun de ces dictionnaires aléatoirement. Et il va les essayer. 800 billions de possibilités. Rappelez-vous bien de ce chiffre. Et il va les essayer, ces 800 billions. OK, on continue les démarches. Une fois qu'il a fait ça, il va faire ce qu'on fait du lead speak. Il va remplacer les i par des 1, les o par des 0, ainsi de suite. Il va mettre des majuscules, des minuscules au milieu, au début et à la fin. Et il va de nouveau reprendre tous les mots de passe qu'on a énoncés jusqu'à maintenant et les réessayer. On continue. Il va rajouter un suffixe et un postfixe. Il va prendre un mot du dictionnaire, comme password, et mettre un suffixe, comme 1, 2, 3 points d'exclamation. Et il va continuer à essayer, et reprendre tous ceux qu'on a essayés, puis mettre des suffixes et des postfixes. Si toujours là, il n'a toujours pas réussi à trouver le mot de passe, ça se complique un peu pour lui. Il va devoir essayer de rajouter des informations personnelles, des informations qui vous concernent. Votre adresse, peut-être le nom de quelqu'un de votre famille, la date de naissance de votre enfant, les initiales de quelqu'un qui vous est proche, le nom de votre chien. Il va rajouter ces informations et tout mettre dans le mixeur et tout réessayer. S'il n'arrive toujours pas à trouver le mot de passe, là, il est dans une situation un peu délicate. Parce qu'il a utilisé tous les trucs et astuces qu'il avait, donc il va devoir faire ce qu'on appelle du brute force. Il va devoir essayer tous les mots de passe de façon séquentielle. A, B, A, C, et ainsi de suite. Et ça va lui prendre beaucoup de temps. Et c'est à là qu'on veut amener le hacker.
Parce que si on arrive à l'amener à ce niveau-là, nous, on a un contrôle complet sur le temps que ça va lui prendre pour nous hacker. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais juste avant, qui pense qu'il a toujours un bon mot de passe sécurisé? C'est le but. Ce que vous avez ici, et ça tombe bien, vous êtes une petite salle et proche, un tableau de hacker de mots de passe. Sur l'axe des X, on a le nombre de mots de passe qu'on peut casser à la seconde. Si jamais, les valeurs, c'est 10 000, 1 million, 1 milliard, 100 milliards, 1 billion et 100 billions de mots de passe à la seconde. Ce qui est important de noter, et on peut voir les différences lorsque c'est un hacker, le crime organisé et les gouvernements, c'est des estimations qu'on fait de quelles sont leurs capacités de calcul, quelles sont leurs capacités de pouvoir hacker. Et c'est intéressant de regarder la dernière colonne, avec les 100 billions de mots de passe à la seconde que pourrait faire la NSA par exemple. Parce que vous vous souvenez, quand on prenait les 8 dictionnaires, on avait 800 billions de possibilités. C'est-à-dire que la NSA, en moyenne, ça leur prend 4 secondes pour casser votre mot de passe si vous utilisez des mots du dictionnaire. 4 secondes. C'est-à-dire que c'est plus rapide pour eux de casser votre mot de passe que pour vous de le taper sur l'ordinateur. Mais ce n'est pas ça qu'on veut voir dans ce tableau. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on apparaît là en jaune. C'est ce qu'on appelle une équivalence mathématique de capacité de calcul. Essentiellement, on a les minuscules, minuscules, majuscules et chiffres, et minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux, en jaune. Et lorsqu'ils sont sur la même ligne, ça demande autant de travail à un hacker de le casser. Essentiellement, ce que ça veut dire, vous avez un mot de passe qui est uniquement minuscule, qui fait 14 caractères, il sera aussi compliqué à casser qu'un mot de passe en minuscules, majuscules et avec chiffres de 11 caractères. Ou minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux de 10 caractères. Mathématiquement, c'est aussi compliqué à casser l'un que l'autre. Il y a d'autres choses intéressantes qu'on voit dans ce tableau. Par exemple, un mot de passe de 8 caractères est forcément trop faible. Ça ne sert à rien de prendre un mot de passe de 8 caractères ou moins parce que ça va se faire casser trop rapidement. Inversement, un mot de passe de 17 caractères, il est trop compliqué. On a vraiment une échelle entre ces deux groupes qui représentent les mots de passe qu'on doit choisir. Moi, ce que je vous recommande personnellement, c'est de vous mettre dans cette tranche-là. À vous de savoir de qui vous avez peur. Est-ce que vous avez peur des gouvernements? Est-ce que vous avez peur du crime organisé? Vous voyez avec les couleurs combien de temps ça prend et vous choisissez les mots de passe que vous voulez. La seule chose qu'il faut réellement à comprendre, c'est que si vous choisissez un mot de passe qu'avec des minuscules, il doit avoir 16 caractères. Si vous voulez mettre les majuscules, minuscules et caractères spéciaux, alors dans ce cas, vous pouvez l'avoir de 11 caractères. Cette longueur, c'est vous qui la définissez en fonction de qu'est-ce que vous mettez comme caractère dans votre mot de passe. Je vais vous donner un bon mot de passe. Un mot de passe que j'aime bien. Bon, peut-être une fois que je vous l'ai donné, vous ne pourrez plus vraiment l'utiliser. Mais jusqu'à là, c'est un mot de passe qui fonctionne bien. Il est dans aucune liste de mots de passe volés, il ne fait pas partie des mots du dictionnaire, il n'y a pas de lead speak dedans, il n'y a pas de suffixe ou de préfixe. Ce mot de passe, c'est LOL. Et ceux du fond, ils doivent comprendre de quoi je parle. LOL. 6 L, 3 O et 6 L à la fin. C'est un mot de passe de 15 caractères. Vous écrivez LOL en minuscule, ce mot de passe est plus compliqué à casser que le mot de passe que vous avez à la banque aujourd'hui de 10 caractères, alphanumériques, caractères spéciaux, majuscules, minuscules, tout ça. Mais bon, voilà, maintenant on a compris comment choisir un mot de passe. C'est des mots de passe qu'on n'a pas le droit d'écrire, qui doivent être complètement différents, qui doivent être très longs, qui n'ont pas le droit d'être des mots du dictionnaire. Et en plus, on en a une centaine. Ah, comment est-ce qu'on fait pour se souvenir de tous ces mots de passe? Comment est-ce qu'on va faire pour gérer tout ça? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que d'ici 5 à 10 ans, les mots de passe, on ne les utilisera plus. Déjà, au jour d'aujourd'hui, il y a des technologies qui existent qui font qu'on n'a plus besoin d'entrer des mots de passe. Ça prend du temps à se mettre en place, mais c'est en train d'arriver. Mais en attendant, on a besoin d'une façon pour pouvoir gérer nos mots de passe. Et c'est là qu'il y a des gestionnaires de mots de passe. En voici 3 que je vous recommande, qui fonctionnent très bien, qui ont été éprouvés par le marché et qui permettent de stocker vos mots de passe, de vous les donner lorsque vous avez besoin, de voir si vos mots de passe, d'un coup, sont faibles, s'ils doivent être changés à cause du temps, s'ils font partie d'une liste de mots de passe volés, etc. Mais bon, les mots de passe peuvent toujours se faire voler. C'est quelque chose qui arrive. Vous êtes en train de taper un mot de passe sur votre ordinateur, il y a quelqu'un derrière vous, vous êtes connecté à un Wi-Fi qui est faible, vous avez un virus ou un keylogger sur votre ordinateur, vous êtes connecté sur un site web et le site web ensuite s'est fait hacker puis ils ont volé tous les mots de passe sur ce site web. Donc les mots de passe se font voler. Et il y a une chose qu'on peut faire pour se protéger, ça s'appelle l'authentification forte. Vous le connaissez parce que quand vous connectez à votre e-banking, vous avez besoin de mettre l'authentification forte.
Prendre une photo avec vos téléphones, recevoir un SMS, avoir un petit nombre aléatoire qui est généré. Mais en fait, maintenant, il n'y a pas que la banque qui offre ce service-là. Tous les réseaux sociaux, tous les e-commerce, de plus en plus de sites offrent ce genre de service et il faut les activer. Ça vous offre un niveau de sécurité très élevé pour une complexité ou un travail demandé de votre part qui est très faible. Les antivirus, les firewalls et les backups sont les 3 piliers de la cybersécurité. Je pense que vous les connaissez tous, vous en avez tous chez vous, à la maison et au bureau. Mais est-ce que vous savez vraiment qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne et à quoi ça sert? Alors, votre ordinateur, quand il va sur Internet, il est à peu près comme un adolescent qui sort au Java ou au Baroque. Alors, pour ceux de devant, peut-être vous avez des souvenirs de ce que c'est. Pour ceux derrière, peut-être vous vivez encore ce que c'est. Et bon, quand on sort au Java ou au Baroque, il y a plusieurs choses que ça implique. Premièrement, on veut que le jeune beau gosse, quand il sort, qu'il soit vacciné. Et si possible, vacciné pour l'hépatite B, c'est mieux. Ben, c'est la même chose avec votre ordinateur. Vous voulez qu'il ait un antivirus. Son antivirus, c'est son système immunitaire. Son vaccin, c'est le fait de mettre à jour l'antivirus, mettre à jour la base de données de l'antivirus. Ensuite, on a le firewall. Vous êtes beau gosse, vous dansez bien, vous êtes en train de conclure, vous ramenez une charmante demoiselle, c'est le moment de mettre le préservatif, c'est le moment de mettre la capote. De façon à faire passer que le plaisir, que le kiff, mais pas avoir le danger qui vient avec. Exactement ce que fait le firewall. Il limite qu'est-ce qui peut transiter, uniquement ce que vous voulez, pas les autres choses. Mais bon, préservatif, ça casse, les accidents, ça arrive, et dans ce cas, il y a la pilule du lendemain. C'est ce qu'on appelle le backup. Le backup, c'est exactement ça. Ça vous permet de retourner dans le passé, d'annuler quelque chose qui s'est fait que vous ne vouliez pas vraiment qu'il arrive. Donc, comme j'ai dit, ces outils, vous les avez déjà chez vous, vous les avez déjà dans votre bureau. Mais le fait de l'avoir, ça ne veut pas nécessairement dire que ça fonctionne comme il faut. Il faut correctement l'installer, il faut correctement le mettre en place, il faut correctement le configurer. Sinon, il ne sert à rien du tout. Prenons l'exemple de l'antivirus. Un antivirus, il a 2 missions. Premièrement, bloquer les virus. Deuxièmement, alerter qu'il y a eu un virus. La majorité des antivirus n'alertent pas correctement quand il y a eu un virus. Ils n'envoient pas une alarme. Il n'y a pas quelqu'un qui reçoit cette alerte. Imaginez que vous avez un système d'alarme chez vous à la maison ou au bureau. Il y a quelqu'un qui vient cambrioler. Ben, s'il y a une alarme qui sonne haut et fort, mais que ça ne va pas, c'est GPA, Protectas ou Securitas ou n'importe laquelle de ces agences, ben, il n'y a personne qui va intervenir et le voleur va bien voir que personne n'intervient, puis ensuite il pourra rentrer et tout voler. C'est la même chose avec votre antivirus. Il faut qu'il y ait une alerte qui arrive à quelqu'un et que cette personne puisse ensuite venir et analyser ce qui s'est passé et corriger l'attaque. Regardez, en 2017, il y a eu 120 millions de nouveaux virus qui ont été créés. 120 millions de nouveaux virus qui ont été créés. Donc vous avez un très bon antivirus qui bloque 99% des virus. Et il y a peu de choses dans ce monde qui fait 99%, donc c'est vraiment pas si mal que ça. Il bloque 99% des virus. Ce qui fait, et pour ceux qui sont bons en maths, je parle aux jeunes du fond, ça fait 3000 virus tous les jours que votre antivirus ne pourra pas bloquer. Donc, si un hacker il essaye un virus et votre antivirus le bloque, mais n'alerte personne, ben, il va continuer à en essayer jusqu'à qu'il tombe sur un de ces 3000 qui pourra rentrer dans votre système et le hacker. Donc faites très attention, ayez un antivirus qui envoie des alertes à une personne responsable pour qu'il puisse gérer l'incident. Les firewalls. Les firewalls, le but c'est d'isoler, comme on a dit. Mais la façon dont ils isolent n'est pas la même pour tout le monde. L'ordinateur du directeur, l'ordinateur du marketing, l'iPhone du visiteur, le serveur doivent être isolés de façon différente, peuvent avoir accès à des choses différentes, ont des différents privilèges et devoirs. Je vais vous raconter une histoire. Aux États-Unis, il y a 1 an et demi, il y a un casino qui s'est fait hacker. Ils se sont fait voler une bonne partie de ce qu'ils avaient dans la caisse. Pourquoi? Ben, ils avaient un très bel aquarium au centre du casino qui avait un thermostat intelligent. Et je mets beaucoup de guillemets autour de l'intelligent. Et ce thermostat intelligent envoyait à l'extérieur la température, le niveau d'oxygène, etc. qu'il y avait dans le thermostat. Ben, les hackers, ils ont hacké le thermostat, et depuis le thermostat, ils sont ensuite rentrés dans le serveur du casino pour voler l'argent. Il n'y a aucune raison que ce thermostat puisse parler avec le serveur. Il n'y a aucune raison que les hackers puissent parler avec le thermostat. Le thermostat devait parler qu'à une seule personne, et c'était le site du fabricant qui était censé monitorer, et personne d'autre. Un firewall, le poser, ça ne sert à rien. Il faut qu'il soit correctement configuré. Finalement, le backup.
Comme on a dit, le backup, ça permet de restaurer un système tel qu'il était avant. Et à l'époque, les backups, c'est très facile, ils étaient sur des DVD. Donc on les avait physiquement, on savait où ils étaient. Maintenant, les backups ne le sont plus. Et on parle beaucoup des backups récemment à cause des ransomware, parce qu'on dit, vous avez un ransomware, votre ordinateur se fait prendre en rançon, ne vous faites pas de soucis, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est restaurer votre backup. Mais vu que les hackers sont plus intelligents que vous et moi, et ils sont plus intelligents que vous et moi, qu'est-ce qu'ils font? C'est quand ils rentrent dans votre ordinateur, avant d'installer le ransomware, ils effacent votre backup. Après, vous êtes obligé de payer. Donc ce qu'il faut, c'est d'avoir un backup qui n'est pas effaçable, qui est persistant dans le temps. Comme un DVD. Il y a des systèmes qui permettent de le faire. Mais si vous ne mettez pas ça en place, vous êtes sûr à 100% qu'au moment où vous allez avoir votre ransomware, votre backup va disparaître. Protégez vos données contre la vol et le perte. Alors, on a tous beaucoup entendu parler de la protection des données ces derniers mois grâce au GDPR. Et je ne vais pas vous embêter avec ça, je ne vais pas vous casser les pieds avec ces histoires. Il y a plusieurs notions que j'ai envie que vous ayez par rapport aux données. Première chose, c'est que la donnée, c'est une valeur toxique, c'est un bien toxique. Et comme les choses toxiques, c'est un bien nécessaire. Pensez que votre ordinateur, c'est une centrale nucléaire. On a besoin d'uranium et on crée du produit radioactif, ça fait partie de notre business. Mais le but, c'est d'avoir le moins d'uranium possible et le moins de produits radioactifs pour fonctionner. Vous êtes une étude d'avocat, vous devez garder pendant 10 ans vos données de vos clients, après 10 ans, détruisez-les. Les données que vous avez, regardez combien ça vous coûte de les garder, de les maintenir, de les protéger, combien ça vous coûte si vous vous les faites voler, et qu'est-ce que ces données peuvent vous apporter en retour. Si ça ne vous apporte pas suffisamment en retour, débarrassez-vous de ces données, elles ne vous servent à rien. Aussi, une chose importante, c'est les accès administrateurs. Sur un ordinateur, il y a deux types de personnes, les utilisateurs normaux et les administrateurs. Les administrateurs, pour rien au monde, deviendraient un utilisateur normal. Mais le problème, c'est qu'en tant qu'administrateur, on a beaucoup plus de responsabilités et beaucoup plus de devoirs. Imaginez par exemple le fait que vous êtes un administrateur, c'est comme quand vous êtes dans une cuisine et vous avez un couteau à sushi. Ça vous permet de couper super bien les sushis. Mais avoir un couteau à sushi, ça demande des responsabilités, vous risquez de vous couper tous les doigts. Et aussi, quand vous le manipulez, vous devez faire super attention. Imaginez que vous devez éplucher des carottes avec un couteau à sushi, vous n'allez jamais y arriver. En 2016, il y a une étude qui a été faite que 94% des vulnérabilités qu'il y a eu dans Windows pouvaient être évitées si l'utilisateur qui se faisait attaquer n'était pas administrateur. Être administrateur, ça donne des grands pouvoirs, mais ça donne aussi des grandes responsabilités. Donc, il faut l'être au minimum possible. Mais bon, ce n'est pas ça dont j'ai envie de vous parler en parlant de protection des données. J'ai envie de parler des données qu'on publie. Et quand on publie une information sur Internet, c'est à peu près comme quand on se fait un tatou. On le fait et on ne peut plus vraiment l'enlever. Et selon où on le met, il y a beaucoup de gens qui le voient ou pas beaucoup de gens qui le voient, mais il est là pour toujours. Voici une capture d'écran de Bae. Elle dit, voilà, je me suis fait voler ma carte de crédit, donc ma banque m'en a renvoyé une nouvelle, regardez la photo de ma carte. Un quart d'heure plus tard, elle fait un deuxième tweet. Au dos de ma carte, le code c'est 388. Pourquoi est-ce que tout le monde me pose cette question? Et elle a été retweetée 8000 fois. Alors je pense qu'au salon de communication, on sait qu'avoir 8000 retweets, c'est vraiment pas mal. Ok? Elle est populaire. Mais la pauvre, elle y est pour rien. Honnêtement, on trouve ça très drôle. Mais elle, quand elle a reçu sa nouvelle carte, elle a reçu une enveloppe avec sa carte de crédit, où c'est écrit, vous allez recevoir une deuxième enveloppe avec votre code super secret que vous devez dire à personne. On ne lui a pas dit que sa carte de crédit, c'était secret. Quand elle va au restaurant, elle veut payer, elle donne sa carte de crédit. Le serveur dans le restaurant peut voir ce qu'il y a devant et ce qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que ça devrait être secret? Personne ne lui a dit que c'était secret. Et nous tous, on fait exactement la même erreur. Et vous allez voir. Je suis allé sur LinkedIn. Et j'ai tapé expert cybersécurité Genève. Je suis tombé sur ce profil. Le type, quand on le regarde, clairement, c'est un type qui sait par rapport aux produits Cisco. C'est écrit dans son CV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois le mot Cisco dans son CV. Il sait de quoi il parle quand on parle de produits Cisco. Il travaille dans une banque et son titre, c'est Senior Network Security Consultant. À mon avis, il s'occupe des produits Cisco dans la banque et à mon avis, il s'occupe de la sécurité des produits Cisco dans cette banque. J'ai retapé son nom sur un autre réseau social, Facebook. Et notre ami nous dit, au mois de mars, je pars pour 3 semaines de vacances. 3 semaines de vacances sûrement bien méritées.
Vous savez ce qui serait cool? Ce qui serait vraiment cool, c'est si tout d'un coup, pendant que notre ami était en vacances, il y avait une grosse vulnérabilité sur les produits Cisco. Parce qu'il n'y a que lui qui pourrait les réparer. 28 mars, vulnérabilité critique de produits Cisco, permettant à une personne de prendre un contrôle total des produits Cisco à distance. Quand on parle d'une vulnérabilité critique, ça va de 1 à 10. Il est à 9,8. C'est à peu près la plus grande catastrophe que vous pouvez imaginer sur un ordinateur. Mais le type, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. LinkedIn, qu'est-ce qu'on met sur LinkedIn? On met notre CV, on met notre compétence, c'est ce qu'il a fait. Sur Facebook, qu'est-ce qu'on met? On met nos vacances, c'est ce qu'il a fait. C'est le but de ces réseaux sociaux, c'est de publier ces informations-là. Le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte des conséquences qui arrivent lorsqu'on publie ces informations-là. Lui, en publiant ça sur LinkedIn et sur Facebook, c'est exactement la même chose que Bae lorsqu'elle a publié sa carte de crédit. Elle a fait des choses qui étaient complètement anodines, qui lui semblaient anodines. Mais un hacker, une personne malveillante, arrivera toujours à trouver une façon de pivoter sur ces informations pour en faire de l'argent pour vous hacker. « 90% des cyberattaques commencent avec un mauvais clic. Donc, vous savez quoi? Je vais vous donner une technique pour pouvoir éviter 90% des cyberattaques. Et oui, ça risque de mettre Zendata en faillite, mais c'est pas grave, je suis prêt à faire pour vous puisque vous êtes un public en délire. Première chose que vous faites, vous vous arrêtez. Deuxième chose que vous faites, vous réfléchissez. Réfléchissez très 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 fort. Si vous ne trouvez pas la réponse, c'est pas grave. Je poserai ma carte de visite là après, vous m'appelez. Comme ça, vous avez 0 excuse. Et troisième chose que vous faites, vous cliquez ou pas. J'aurais pas beaucoup plus de choses à vous dire que ça. Et c'est pour ça que, plutôt que continuer à expliquer comment ne pas cliquer sur quelque chose, je vous propose une démonstration live d'un hacker qui va rentrer dans un système parce que quelqu'un a fait un mauvais clic. Pour la présentation, il y aura donc les 2 écrans qui seront activés. D'ici, l'écran de la victime et de l'autre côté, l'écran du hacker. Oh. Là, je me sens très mal. Ça va prendre 2-3 minutes. Ce que je vous propose, pour garder ce public en délire, vu qu'il y a une petite mise à jour qui est en train de se mettre sur la machine, il faut bien être à jour, hein, je vous l'avais dit. Vu qu'il y a une petite mise à jour qui est en train de se mettre... Ah non, c'est bon. Oh. Hey, c'est rapide. Vous voyez, ça vaut vraiment la peine de faire ces mises à jour. Donc, pendant que l'ordinateur s'allume, l'attaque qui va avoir lieu, Florian, notre hacker, se trouve dans la même salle que nous. Mais il peut se trouver n'importe où dans le monde. Donc, mon nom c'est François Pignon, comme vous pouvez voir. Je suis employé à l'État de Genève. Je reviens de ma pause déjeuner, je retourne au bureau et je dois me mettre à bosser. Bon, moyennement motivé pour travailler, comme n'importe qui s'appelle François Pignon. Alors, qu'est-ce que je fais? Comme tout le monde, j'ouvre Outlook. Ok, je le mets un peu plus grand, comme ça vous pouvez profiter des gentils emails que je reçois. Ok. Comme vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose d'intéressant, mais il y a un endroit où il y a toujours des emails très intéressants, c'est dans la boîte spam. Je ne sais pas pourquoi, il y a toujours les choses les plus intéressantes qui apparaissent là. Donc allons voir si on a quelque chose d'intéressant dans notre boîte spam. Bon, là, le premier, ça ne me concerne pas personnellement, c'est parce que c'est rentré dans la boîte spam. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, celui-là non plus, ça ne m'intéresse pas. Ah, ça, c'est hyper intéressant, je vous l'agrandis. Et en fait, je vous explique un peu le contexte. Pour les fêtes de Genève, ils proposent d'avenir à des idées très créatives pour faire des fêtes de Genève plus incroyables d'une année à l'autre. Et moi, je suis venu avec une idée formidable, j'ai dit on va faire le jet d'eau en allumettes, évidemment. Alors j'ai envoyé ma candidature
Et j'ai mis sur les réseaux sociaux partout que j'avais fait ce projet et que j'étais extrêmement motivé. Et là, regardez, je viens de recevoir une réponse concernant ce projet-là. C'est formidable, ça ne pourrait pas être plus beau. Bon, j'ouvre la pièce jointe. Pendant que j'ouvre la pièce jointe, c'est une pièce jointe malveillante. C'est une pièce jointe qu'un hacker m'a envoyée. Pendant que cette pièce jointe est en train de s'ouvrir, essentiellement, mon ordinateur est en train de se connecter à l'ordinateur du hacker pour que le hacker puisse prendre la main sur ma machine. À nouveau, Florian, il est juste à côté de nous pour cette démonstration. Mais in fine, il pourrait être n'importe où dans le monde, ça reviendrait exactement au même. Et là, maintenant, il a pris contrôle de mon ordinateur. Mais moi, je suis peut-être François Pignon, mais je ne suis pas complètement à côté de la plaque. Je vois bien que ce document, il est complètement fictif. Alors, ce que je vais faire, hop, comme si de rien n'était, je le ferme, hop, et c'est bon. J'ai cliqué, mais j'ai fait une petite erreur, j'ai fermé, donc c'est bon, rien ne s'est passé. C'est pas vrai. Florian, il est rentré dans mon ordinateur. Florian, actuellement, est dans mon ordinateur, peut commencer à mener ses attaques. Première attaque qu'il va faire, rentrer dans mon e-banking. Hop, il a ouvert le navigateur. Regardez, c'est le meilleur support à distance que vous pouvez avoir. Il m'a ouvert mon navigateur à distance. Il peut commencer à remplir mes champs, il peut commencer à voler les mots de passe pendant que moi je les remplis. Mais bon, Florian, c'est pas n'importe quel hacker. C'est un hacker qui est très malveillant, qui est très malicieux. Et c'est pour ça qu'il va vraiment faire quelque chose de très cruel. Vas-y, Florian, fais quelque chose de vraiment très cruel à notre monsieur Pignon. Ouf, ouh là là. Ça, c'est très méchant. Donc bon, on vous a montré 2-3 petites blagues de ce qu'un hacker pouvait faire. Mais un vrai hacker, s'il rentrait dans un système, en fait, il ferait que mon ordinateur commence à bugger un tout petit peu, commence à faire des 2-3 choses bizarres. Parce que qu'est-ce qui se passe quand l'ordinateur bug et fait des choses bizarres? On appelle le support informatique. Et le helpdesk, il arrive, vient sur votre ordinateur, tape le mot de passe administrateur, et commence à essayer de réparer le problème. Mais le hacker, il est dans l'ordinateur, on vient de taper le mot de passe administrateur, le hacker, il a récupéré le mot de passe administrateur. Et maintenant, il a un contrôle complet de toute l'infrastructure. Une personne qui fait une petite erreur, et tout d'un coup, toute l'infrastructure se fait attraper. C'est comme ça que la majorité des cyberattaques arrivent. Un email, une personne qui a cliqué sur quelque chose qu'il ne devait pas, et il rentre dans le système. Merci Florian. Bon, on a dit qu'il fallait réfléchir avant de cliquer. Alors réfléchissons ensemble. Si on peut avoir l'image, excellent, l'image des deux côtés. Je vous zoome un petit peu l'email. Maintenant, essayons de voir qu'est-ce qu'on aurait pu trouver comme erreur dans cet email. Et pour vous motiver un tout petit peu, j'ai des cadeaux pour les gens qui trouvent les bonnes réponses. Qu'est-ce qu'il y a dans ces emails-là? Si vous voulez, je le mets encore un peu plus gros, comme ça vous n'avez vraiment aucune excuse. Pouvez me donner une indication que c'était un email qui n'était pas authentique? Il y a différentes polices. Un petit cadeau pour vous. Le logo? Ouais, il est flou, hein, puis il est un peu pas très joliment fait. Le... Oui. Alors en fait, si on regarde quelle adresse c'est, ça c'est au moins une chose qu'ils ont fait correctement, parce que vous pouvez voir que ça a été envoyé, je ne sais pas si vous arrivez à lire, par juste le blond. @eta.ge.ch. Il a utilisé une adresse authentique. Est-ce que vous voyez d'autres choses qui sont bizarres? Il y a encore deux autres choses. Oui. Oh, bravo! Ça fait un très joli cadeau. Exactement. Qu'est-ce que ça fait dans le dossier spam? Et c'est une très très bonne question, parce que moi, si je suis un ordinateur et je reçois un email qui est dangereux, qui est malveillant, qui est interdit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre dans le dossier spam. C'est ma façon, en tant qu'ordinateur, à expliquer à vous, en tant qu'utilisateur, que c'est un email dangereux. Le mettre dans le dossier spam,
c'est dire cet email à quelque chose qui ne joue pas. C'est du spam, c'est du phishing, il y a une pièce jointe qui est malveillante, il rentre dans ce dossier-là. A priori, il n'y a aucun email légitime qui devrait rentrer dans le spam. Si vous voyez un email légitime qui rentre dans le spam, il faut se poser 10 fois de plus la question, est-ce qu'il est réellement légitime? Le dernier petit indice, et ça c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on a communément dans les PME, c'est plus dans les grandes entreprises, c'est que c'est écrit externe et interne. Essentiellement, il y a beaucoup d'entreprises que quand ils reçoivent un email interne à l'entreprise, c'est écrit interne devant. Et lorsque ça vient d'une boîte externe, c'est écrit externe. Comme ça, la personne peut très vite savoir si c'est un email réellement qui vient de l'entreprise ou qui a été envoyé depuis quelqu'un d'autre. Et là, quelqu'un qui prétend être de l'État, qui envoie un email et ça indique externe devant, c'est que c'est quelqu'un qui ne faisait pas partie de l'entreprise. N'oubliez pas, ceux qui ont gagné des cadeaux, de venir les chercher. OK. Le risque, zéro n'existe pas. On ne peut pas avoir une sécurité à 100%. Sauf négligence, c'est dur de vous en vouloir si vous êtes fait hacker. Ça arrive. À tout le monde peut se faire hacker. Facebook, ils ont des centaines d'ingénieurs qui travaillent jour et nuit juste pour leur cybersécurité. Ils se sont fait hacker. Tout le monde peut se faire hacker. La question, c'est qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes fait hacker? Imaginez que vous avez votre serrurier qui s'est fait cambrioler. Il n'a rien dit à personne. Tout d'un coup, vous vous faites cambrioler et vous découvrez que c'est avec le double de clé qui a été volé chez votre serrurier. Là, vous allez engueuler votre serrurier. Votre serrurier, il est passé de victime d'un cambriolage à complice de votre cambriolage. Le serrurier, il doit vous aviser, doit vous appeler, doit vous avertir. Comme ça, vous pouvez rajouter un nouveau loquet, vous pouvez acheter un chien de garde, vous pouvez vous inscrire à une agence de sécurité, vous pouvez prendre des actions en fonction de ça pour vous protéger. Se faire hacker, c'est quelque chose de contagieux. Et lorsque quelqu'un se fait hacker, il y a un grand risque que son entourage se fasse hacker aussi. De nouveau, reprenons l'exemple de Facebook, quelques semaines en arrière se sont fait hacker plus de 50 millions de comptes. La conséquence est que partout d'autres où vous vous connectez avec votre compte Facebook, donc les comptes fédérés, où vous pouvez vous loguer en tant que Facebook sur d'autres sites, ils se faisaient aussi hacker. Des dommages collatéraux. C'est absolument essentiel d'annoncer. Comme on l'a dit, être victime, c'est contagieux. Mais être correctement protégé aussi, c'est contagieux. Et c'est là un message essentiel. Si vous vous protégez correctement, votre entourage sera bien protégé. Vous vous protégez correctement à la maison, au bureau, vous vous protégerez correctement. Et vice-versa. Si le directeur de l'entreprise aime la protection et va se protéger correctement, ses employés vont se protéger correctement. Je vous donne un exemple. Vous recevez un email de spam, comme celui de notre ami François Pignon. Qu'est-ce que vous faites avec? Vous l'effacez? Justement pas. Si vous l'effacez, vous vous êtes protégé vous, mais vous n'avez pas protégé votre entourage. Vous recevez un email comme ça, première chose que vous faites, vous appelez votre service de cybersécurité haute voie d'IT, vous dites « j'ai reçu cet email d'attaque ». Eux, ils pourront de 1, vous valider si c'est réellement un email d'attaque, mais de 2, ils vont pouvoir dire « en effet, et vous n'êtes pas le seul, il y a 10 autres personnes dans votre boîte qui l'ont reçu ». On va pouvoir les aviser, on va pouvoir enlever cet email qui est rentré dans leur boîte mail. Le fait de se protéger correctement, c'est tout aussi contagieux que le fait de se faire hacker. Je voudrais conclure, pour le mot de la fin, de dire que se faire hacker, ce n'est pas une fatalité. En suivant les meilleures pratiques, en faisant attention, en étant un minimum intelligent, on arrive à sortir des proies faciles des hackers. On arrive à être au-dessus de ça. Je ne demande pas aux gens d'être parano, je demande aux gens d'être attentifs. Je ne demande pas aux gens d'avoir peur, je demande aux gens que ce soit une préoccupation, que ce soit quelque chose auquel ils pensent, la cybersécurité. Il y a plus de chances aujourd'hui que vous fassiez hacker que cambrioler. Si vous avez GPA, Protectas, CIR qui vous protègent, mais vous n'avez pas quelque chose qui protège correctement vos ordinateurs, vous n'êtes pas protégé correctement contre votre plus grande menace. Et cette responsabilité, elle est collective. Imaginez qu'il y a une clinique médicale, de tourisme médical, qui se fait hacker. Donc c'est des gens qui viennent à Genève pour se faire une opération chirurgicale, chirurgie esthétique, admettons. Ils se font hacker et toute la liste de leurs clients devient publique. Clairement, les gens ne voudront plus venir se faire opérer là-bas.
Donc, c'est-à-dire que les gens ne vont plus prendre des avions suisses pour venir se faire opérer à Genève, ne vont plus dormir dans des hôtels à Genève, ne vont plus aller dans les restaurants à Genève, ne vont plus aller dans leur bijouterie, avocats, boîte de nuit à Genève, à cause de cette clinique qui s'est fait hacker. Pensez aux Panama Papers, la conséquence qu'a eu le Panama Papers sur l'économie générale du Panama. Une compagnie qui se fait hacker a des conséquences sur toutes les autres compagnies de son environnement. Ici, on est au salon Communica. Le but du salon Communica, c'est la communication. C'est comment transmettre un message. Au jour d'aujourd'hui, on transmet tous nos messages de façon digitale. Et transmettre le mauvais message, parce qu'un hacker a réussi à rentrer dans un système, peut devenir viral tellement rapidement et tellement dramatiquement que c'est essentiel que toutes les personnes qui travaillent dans la communication comprennent les conséquences lorsqu'un hack arrive et lorsque une personne se fait pénétrer son système. Parce que vous, en tant que PR entre communication d'une entreprise ou société tierce, vous représentez l'image de l'entreprise et vous, en vous faisant hacker, vous avez des chances que tous vos clients perdent tout ce qui est de leur image, perdent tout ce qui est de leur réputation. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. J'espère que je vous ai inspiré. Peut-être aux étudiants, ils vont vouloir pivoter dans le monde de la cybersécurité. Et si jamais il y a des questions, vu qu'il n'y a pas de conférence qui suit celle-là, je suis ouvert à des questions et à des remarques. Alors, oui et non. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser l'empreinte digitale à la place d'un mot de passe? Oui, on peut, et on le fait. Le problème, c'est que l'empreinte digitale, c'est quelque chose qu'on laisse traîner partout. De un, moi, est-ce que j'ai vraiment envie de donner mon empreinte digitale à une entreprise? C'est quand même quelque chose à moi. Si tout d'un coup, mon mot de passe se fait voler, je change mon mot de passe. Si mon empreinte digitale se fait voler, est-ce que je change mon doigt? C'est plus compliqué comme démarche. Mais en plus, quand je prends un verre dans la main, je laisse mon empreinte digitale dessus. Quand iPhone a sorti son premier modèle qui faisait l'empreinte digitale, des hackers allemands, ils ont pris un iPhone, ils ont mis un petit bout de cellophane sur l'iPhone, pris l'empreinte digitale sur l'écran de l'iPhone et l'ont collé en dessous, ils ont réussi à accéder à l'iPhone. Donc, oui, c'est un outil qui peut être bien, mais ce n'est pas nécessairement suffisant, on déplace le risque, on crée des nouveaux risques en utilisant l'empreinte digitale à la place du mot de passe. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est dire plutôt que d'avoir un mot de passe extrêmement long, on va avoir l'empreinte digitale et un mot de passe très court. Comme ça, c'est facile de se rappeler du mot de passe court. L'empreinte digitale, ça fait qu'il y a deux facteurs différents qu'on met ensemble pour pouvoir accéder à un système. C'est un compromis entre les deux. Mais oui, l'empreinte digitale fait partie des nouvelles technologies qui sont en train de se faire regarder. Et comme l'iPhone, où maintenant on a suffi de regarder le téléphone pour pouvoir le déverrouiller. C'est ces nouvelles technologies qu'on est en train d'utiliser pour oublier le mot de passe. Et de nouveau, je préfère que vous utilisiez une empreinte digitale plutôt qu'aucun mot de passe. Je ne suis juste pas convaincu que l'empreinte digitale est la meilleure sécurité qu'on puisse avoir pour s'authentifier. Oui. Vous avez parlé de... Déjà, la question, c'est quand on est sur un Mac, on a une bibliothèque de mots de passe, en fait. Oui. Quand on rentre quelque part, l'ordinateur propose un mot de passe. Est-ce que ceux-ci sont sécurisés? C'est ma première question. Et la deuxième sera, est-ce que quand on utilise le système de Mac, on a besoin d'avoir un de ces trois programmes qui gèrent en plus les mots de passe? Alors, la réponse, je vais la tourner de deux façons. Si vous utilisez ça ou rien d'autre, utilisez ça. C'est mieux d'utiliser le programme natif dans Mac pour stocker les mots de passe que de ne rien utiliser. Si vous voulez faire une démarche en utilisant l'un de ces trois-là, vous serez mieux protégé qu'avec celui qui est natif dans Mac. Celui qui est natif dans Apple, il n'est pas très bon, ne fait pas autant de contrôle que font les autres applications, n'est pas aussi mobile que sont ces autres applications. Donc, c'est de nouveau un nivellement vers le bas qui est bon, c'est mieux que de rien avoir, mais ce n'est pas les produits que je recommanderais qui sont haut de gamme. Oui. Est-ce que le cloud est plus sûr, certains clouds sont plus sûrs que notre propre ordinateur? Oui et non. On est de nouveau en train de parler d'un déplacement du risque. Lorsqu'on a les données sur notre ordinateur, on a un certain nombre de risques auxquels on est exposé, qu'on n'a pas dans le cloud et vice-versa. La question, c'est quels sont les risques qui nous font peur et comment est-ce qu'on veut se protéger. Il y a plusieurs problèmes avec le cloud.
typiquement, c'est que n'importe qui, n'importe où dans le monde peut se connecter à mon système. Mon ordinateur, la personne doit être physiquement derrière mon ordinateur pour pouvoir se connecter. Par contre, le serveur qui est dans le cloud, il est protégé par 400 000 experts qui travaillent jour et nuit pour le sécuriser. Lui, il n'y a que moi quand j'ai du temps le matin. Donc, il y a des compromis à faire, il y a des décisions à faire. Ça dépend de la régulation sur laquelle on vit, ça dépend des peurs qu'on a. Est-ce qu'on est complètement parano? Est-ce qu'on dit « mais moi, je n'ai pas envie que ça aille dans le cloud parce que je ne sais pas qui c'est qui aura accès ?» Et ça dépend d'un rationnel financier. Il y en a qui disent « mais nous, on va avoir 50 serveurs dans le sous-sol de notre bâtiment. » Ça a un prix qui est un grand multiple que si vous décidez de mettre ça dans le cloud. Donc tous ces facteurs-là doivent être pris en compte pour décider si oui ou non vous voulez mettre dans le cloud. Pour donner une réponse oui-non, de façon générale, avoir vos données dans le cloud, vous pouvez l'avoir tout aussi sécurisé que si vous l'avez chez vous. Mais il faut faire attention comment on le fait. Des questions de ce côté? Oui. Alors, la question, c'est comment se protéger contre l'acquisition de données. Alors, il y a deux acquisitions de données différentes qu'il faut considérer. Celle que vous donnez volontairement, comme on parle de Facebook où vous publiez ces informations, et là, la façon la plus facile de se protéger, c'est de ne pas donner ces données. Et la deuxième, c'est les données qui prennent à votre insu. Typiquement, vous allez sur Amazon pour regarder pour un nouveau livre sur comment faire les bébés, puis tout d'un coup, vous commencez à recevoir plein de pubs pour Tinder. Je donne un exemple comme ça. Où là, ils sont en train de regarder des informations sur vous personnelles que vous n'avez pas données de façon délibérée. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et de nouveau, là, c'est un combat que font les gens qui sont pour la protection de la vie privée, qui luttent contre ces grandes multinationales qui ont juste envie de récupérer le maximum. Premièrement, vous avez la navigation privée, qui existe dans tous les ordinateurs et pour tous les navigateurs. Lorsque vous utilisez la navigation privée, ça vous isole de tout ce qui était dans le passé, de toutes les choses que vous avez fait dans le passé par rapport à votre ordinateur. Je vous encourage à l'utiliser. Une autre chose que vous pouvez rajouter en plus de ça, c'est des VPN. Le VPN anonymise votre adresse IP. Ça fait que tout d'un coup, ils ne vont même plus savoir que vous êtes en Suisse, à Genève. Vous pouvez prétendre que vous êtes à Hong Kong. C'est des choses qui vont brouiller les pistes. Il y a un moment ou un autre, ils vont pouvoir vous traquer et on voit qu'ils ont plein de techniques très créatives pour traquer. Une technique qu'ils ont fait récemment, c'est qu'ils regardent quelle est la signature de votre navigateur ou la signature de votre ordinateur. Quelle est la taille de votre écran? Quelle est la version de votre ordinateur? Quelle est la version de Office que vous avez? Quelles sont les différentes polices de caractères que vous avez installées? Quel est le niveau de charge de batterie de votre ordinateur? Et tout ce genre de choses, comme ça, quand vous passez en mode privé, ils vont dire « Ah, mais c'est la même chose, c'est forcément lui qui est passé en mode privé. » Donc, ils sont très bons pour pouvoir nous traquer. Ils ont plein de techniques. Une chose qu'on dit, c'est que si on ne veut pas que les gens aient des informations sur nous, il ne faut juste pas les mettre. Si vous commencez à taper dans Google où est-ce que je peux trouver une pilule du lendemain à côté de chez moi, ben là, vous savez que d'une façon ou d'une autre, Google aura une information qu'une personne vivant dans ce quartier-là cherche à avoir la pilule du lendemain. In fine, ils auront cette information. La question, c'est à quel point nous, on est prêt à faire des efforts de protéger notre sphère privée en faisant des VPN, la navigation privée, en se déloguant de tous nos comptes, par rapport à l'inconfort qu'on peut avoir d'une multinationale qui a ces informations sur nous. Oui. Yeah, for sure. Yes. So one of the trends is to add additional layers of security. Wait, I'm sorry. I come closer. One of the trends is to add additional layers of Yes. security, like send a code by phone. Mhm. So do you know how to quantify the extra secure that you gain adding these layers? You know, increase let's say Exactly. 10%, 20%. Yeah. La question essentiellement, quand on parle de sécurité, on parle de sécurité en profondeur, de mettre plusieurs couches de sécurité. Et le concept est très simple. Vous pensez chez vous à la maison, vous avez une porte d'entrée de l'immeuble qui est fermée à clé, ensuite vous avez la porte de chez vous qui est fermée à clé, puis ensuite vous avez votre coffre qui est aussi fermé à clé. Et le but, c'est de mettre plusieurs étapes de protection pour empêcher à quelqu'un de pouvoir arriver à votre Saint Graal, à ce que vous voulez protéger le plus. C'est ce qu'on appelle la sécurité en profondeur, mettre plusieurs couches de sécurité. En sécurité informatique, c'est quelque chose d'essentiel, d'avoir plusieurs couches pour pouvoir protéger. L'exemple que monsieur a donné, c'était voilà, l'authentification forte.
d'avoir le mot de passe et en même temps un SMS pour pouvoir s'authentifier. Ça fait que si tout d'un coup le mot de passe se fait voler, on a toujours un deuxième secours qui peut nous protéger. Sur le principe, c'est très dur de quantifier à quel point la sécurité en profondeur est efficace. Parce que tant que personne n'a cassé le premier mur, on ne saura jamais à quel point le deuxième mur a été utile. On le voit uniquement lorsque le premier mur est cassé et que la personne a été coincée sur le deuxième mur, on se dit heureusement qu'il y a eu le deuxième. De façon générale, nous, c'est quelque chose qu'on prône et qu'on impose chez tout le monde. Regardez par exemple une attaque. Je vous donne l'histoire d'une attaque typique. Quelqu'un vous envoie un email avec un malware dedans, un virus dedans. Ensuite, ce virus, vous l'ouvrez sur votre ordinateur. Il va communiquer avec le hacker et le hacker va ensuite vous voler vos documents confidentiels. Maintenant, regardons ça avec une perspective d'une sécurité en profondeur. Vous avez votre système d'email qui a une protection anti-spam, anti-phishing, qui fait de la détonation en sandbox des documents pour ouvrir les documents dans un endroit isolé pour voir s'ils sont malveillants ou pas. Si vous avez ça, hop, l'attaque se fait déjà bloquer ici. Mais peut-être ce n'est pas suffisant. Peut-être le hacker aura réussi à faire que l'email passe quand même. Donc ensuite, vous avez l'email sur votre ordinateur, vous ouvrez la pièce jointe. Vous avez peut-être un antivirus. L'antivirus, lui, va détecter que cette pièce jointe est dangereuse et donc va la bloquer. Mais peut-être il ne va pas réussir à la bloquer pour une raison quelconque. Et donc ce virus va communiquer vers l'extérieur. À ce moment, il y a peut-être votre firewall qui va pouvoir le bloquer en disant « mais cette communication, elle a l'air dangereuse, elle a l'air malveillante ». Mais peut-être votre firewall ne va pas pouvoir le bloquer. Donc après, vos données vont se faire exfiltrer. Peut-être vous avez crypté vos données. Et comme ça, si vos données sont cryptées, la personne qui les a récupérées ne pourra rien en faire. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, si on met plein de couches de sécurité, on part du principe que même si on a une, deux, trois, quatre qui n'ont pas réussi leur mission, on sera quand même protégé. Si on ne les met pas, il y a toujours un risque que le hacker gagne par rapport à nous. Une autre façon de le tourner ou d'imaginer ça, on dit que, en tant que défendeur, le hacker il peut continuer à attaquer autant de fois qu'il veut. Il a juste besoin de réussir une fois pour réussir son attaque. On parle du maillon faible. Il tape sur toutes les chaînes du maillon jusqu'à qu'il tombe sur le maillon faible et une fois qu'il a ça, il a réussi à casser. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une chaîne avec des maillons faibles? On met plein de chaînes en parallèle. Vous voyez très souvent, quand tout d'un coup il y a un camion qui est en train de charger une charge lourde, il ne va pas avoir un câble, il va en avoir 2, 3, 4. C'est pas qu'un câble ne suffit pas, mais c'est que s'il y a un câble qui casse, il ne va pas perdre son truc dans la rue. Donc on met en parallèle plusieurs outils de sécurité, de protection, de façon à être sûr que même si on a un ou deux qui n'ont pas réussi leur mission, on y arrive quand même. S'il n'y a pas d'autres questions, il y a l'apéro. Hein. Oui. Alors, malheureusement, non. Il y avait à l'époque moins de risques sur Apple, pour la raison simple, c'est que Windows avait 95% du marché, et que si moi je suis un hacker, je ne vais pas créer quelque chose pour 5% du marché. Ça a beaucoup changé. Apple a une grande part du marché, donc une plus grande part du marché maintenant, donc c'est devenu rentable. Entre autres, la Chine, ils sont très actifs en train de hacker le gouvernement tibétain, ou les dissidents tibétains qui sont tous sur Apple. Donc la Chine a une très grande expertise dans les malwares ou les virus pour Apple. Mais aussi maintenant, sur tous les ordinateurs Windows, par défaut, il y a un antivirus. Il n'y a pas ça sur les ordinateurs Apple. Donc, la probabilité de faire un virus qui va fonctionner correctement sur un ordinateur Apple est plus haute que de faire un virus qui va correctement fonctionner sur un ordinateur Windows. L'idée qu'un ordinateur Apple est plus sécurisé que Windows est fausse, et qu'il n'y a pas de malware pour Apple, c'est aussi faux. C'est juste que les hackers, historiquement, et peut-être encore un certain nombre maintenant, ont trouvé que c'était plus facile de faire une attaque qui va couvrir 85 ou 90% du marché que d'en faire une qui va couvrir un petit pourcentage. Mais il faut, si vous avez un Mac, mettre un antivirus dessus aussi. Oui. Ouais. Hein. Alors oui, ça tombe bien parce que je voulais lancer une application Tinder d'antivirus pour trouver l'antivirus qui nous matchait. C'est une idée de start-up. Non, plus sérieusement, c'est une vraie question, les antivirus, et vous savez, c'est à peu près comme tout. Tout le monde vous dit, c'est comme quand vous devez acheter une voiture. Il y a tellement de choix, comment choisir tout ça. Il y a, je pense,
3 grandes catégories d'antivirus qu'on peut juste se mettre. Il y a ceux qui sont gratuits, ceux qui sont pour la maison, ceux qui sont pour entreprise. Et je pense qu'il faut réellement les différencier et savoir qu'est-ce qu'on reçoit avec chacun. Ceux qui sont gratuits font le strict minimum et vont juste faire qu'une attaque qui est évidente va être bloquée. Ceux qui sont payants pour la maison, ils ont des outils en plus, des fonctionnalités en plus, qui vont pouvoir détecter autre chose. C'est exactement comme si vous allez chez votre médecin et vous dites à votre médecin, est-ce que vous pouvez me faire un contrôle? Vous regardez en disant, oui, vous voulez quoi comme contrôle? Je peux vous regarder si vous avez de la fièvre, si vous avez une infection aux oreilles et si votre bouche est correcte. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un IRM pour regarder tous vos organes? Est-ce que vous voulez que je vous fasse un électrocardiogramme? Jusqu'à où vous voulez qu'on vérifie pour être sûr que tout va bien? Et ces différentes choses sont offertes par l'antivirus, et plus l'antivirus est entre guillemets professionnel et cher, plus il aura toutes ces petites choses qui pourront vérifier. Les antivirus d'entreprise ont les choses dont j'ai parlé tout à l'heure, typiquement la capacité de remonter en arrière dans le temps d'une attaque. Si tout d'un coup il y a un virus qui apparaît sur votre ordinateur, comment est-ce qu'il est arrivé? Ou, moi je peux regarder, je peux voir que l'antivirus a en fait été téléchargé dans un document qu'une fois que j'ai cliqué sur un lien que j'ai reçu dans un email. Je peux remonter dans le temps pour voir comment est-ce que le virus est rentré dans mon ordinateur. Aussi, ça peut envoyer des alertes à des gens compétents. Ces choses-là ne sont pas nécessairement offertes dans les produits maison, sont offertes dans les produits d'entreprise. À la fin, si vous me dites, moi j'hésite entre Sophos, Kaspersky, Symantec, blablabla, faites celui qui vous fait le meilleur prix, celui où votre technicien, ingénieur a les meilleures connaissances dedans, celui où vous vous sentez plus confortable, où l'interface vous plaît le plus. Les 2 antivirus, et c'est dommage, j'ai une petite animation très sympathique. J'ai toute l'histoire des antivirus expliquée par des chats. Je pourrais vous l'envoyer si vous voulez à l'occasion. Et en tout cas, on a dans la petite animation un laser par terre et 2 chats qui sont en train de se battre pour essayer d'attraper le laser plutôt que d'attraper le laser. Et c'est à peu près ça qu'on a quand on a 2 antivirus sur le même ordinateur. Un antivirus se met tellement bas et profond dans le système de l'ordinateur qu'à partir du moment où il essaie de faire quelque chose, s'il y a quelqu'un d'autre qui essaie de faire la même chose que lui, il va se battre contre lui plutôt que d'essayer de se battre contre la chose qu'il essaie de faire. Et c'est vraiment problématique. Et il y a quelques rares antivirus qui sont compatibles avec d'autres, qui disent « nous, vous pouvez nous installer en parallèle avec d'autres parce qu'on a été testé avec toute cette liste d'antivirus et on fonctionne en parallèle avec eux ». Mais c'est très rare, la grande majorité n'offre pas cette fonctionnalité-là. Oui. Oui. Ah, il faut bien le protéger celui-là. Oui, ça c'est le problème. C'est comme n'importe quel coffre. Si vous mettez toutes les pommes dans le même panier, c'est ça l'expression, on se retrouve dans cette problématique-là. Donc oui, comme j'ai dit, toujours quand on prend une décision de sécurité, on n'est pas en train de résoudre le problème, on est en train de déplacer le risque autre part. Oui. Alors voilà, typiquement KeePass, je pense que c'est KeePass, a à l'intérieur des outils qui permettent de détecter s'il y a un keylogger ou s'il y a autre chose dessus. Il y a même des options d'avoir des claviers virtuels qui apparaissent à l'écran où vous cliquez sur le clavier. Alors les hackers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que ça faisait une capture d'écran à chaque fois que vous cliquez. Donc ils ont changé, ils ont fait un clavier virtuel où on doit passer la souris sur le clavier sans cliquer et rester 3 secondes sur la lettre. On peut faire ça. La question, c'est que si ça vous prend 20 minutes à chaque fois pour pouvoir ouvrir votre KeePass, vous n'allez jamais le faire. C'est une question de compromis. Vous pouvez par exemple activer l'authentification forte sur votre KeePass, qui fait que sans l'authentification forte, quelqu'un ne pourra pas. Donc même s'il arrive à voler votre mot de passe, il n'arrivera pas à avoir accès à tout. Mais c'est vrai que vous vous exposez à d'autres risques en stockant à un seul endroit tous vos mots de passe. Et le seul mot de passe, votre mot de passe unique que vous utilisez, il doit être très sécurisé. Le changement du mot de passe, c'est quelque chose pour lequel je ne suis pas très convaincu. Moi, je donnerais comme argument qu'il faut changer un mot de passe